Très bien, les amis, bon lundi à tous. Désolé, nous sommes un peu en retard. Il y a beaucoup d'éléments à gérer quand on fait ce genre de série, donc on veut s'assurer que tout soit en ordre. Parfois, on prend quelques minutes de plus pour que tout soit prêt. Mais comme toujours, je vous promets que l'attente en vaudra la peine. Je suis ravie de vous présenter cette série. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'est si spécial pour moi, surtout parce que le mouvement MeToo, je pense, est devenu une manifestation du mal. Et j'ai 3 fils. Alors, allons-y directement. Bienvenue dans l'épisode 1 de Harvey parle. Très bien, les gars. Alors, par où devrions-nous commencer? Je pense que nous devrions commencer par l'archétype de l'enfant de théâtre, d'accord? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai comprise tout au long de ma carrière en politique et dans les médias, c'est qu'il existe bel et bien cet archétype de l'enfant de théâtre. C'est réel. Des personnes qui dédient une grande partie de leur vie à la poursuite de la caméra, voulant percer à Hollywood, voulant réussir en tant qu'acteur ou actrice. Peut-être que tu commences comme un enfant passionné de théâtre. Je ne suis pas sûre, je n'en suis pas certain, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais je pense que cette soif ne meurt jamais vraiment en eux. Et bien sûr, je généralise ici, mais je remarque que lorsque je croise ces personnes, maintenant que nous sommes plus âgés, elles semblent toujours être en quête, au fond d'elles-mêmes. De leur grand moment de gloire, cela pourrait encore arriver, même s'ils ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine. Alors la question devient: que se passe-t-il pour ces personnes si ce moment n'arrive jamais? D'accord, je veux que vous réfléchissiez à cela. Que se passe-t-il si une femme passe une décennie, voire plus, de sa vie à essayer de percer à Hollywood pour finalement se rendre compte qu'elle a échoué? Peut-être qu'elle était même cette fille qui, avant de quitter sa ville natale, se moquait discrètement au fond d'elle-même de ces autres femmes sans ambition, n'est-ce pas? Les filles de sa ville natale qui se sont mariées à 20 ans, et qui ont tout de suite commencé à fonder une famille. Peut-être que dans sa jeunesse, elle se moquait d'elle parce qu'elle savait qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle allait réussir. Elle quittait sa ville natale. Et j'y pense parce que, chose intéressante, dans mon premier livre, j'ai écrit tout un chapitre sur une amie que j'avais autrefois et qui était exactement ce genre de personne. Et j'ai parlé d'elle parce qu'elle était une actrice en herbe à Brooklyn. Et nous nous sommes rencontrés en faisant un stage, puis nous avons simplement choisi des chemins différents dans la vie. Moi, je voulais juste me sortir de mes dettes étudiantes. J'étais prête à accepter n'importe quel travail. Et elle était en quelque sorte cet esprit libre. Elle se décrivait comme un esprit libre. Elle venait d'un autre pays et tout tournait autour d'assister aux bonnes soirées, de rencontrer les bons réalisateurs. Elle était tellement plus cool que moi, tu vois. Elle était tellement plus cool que moi et plus sûre d'elle que moi. Et elle était magnifique. Elle était plus jolie que moi. Et pendant un moment, ça semblait marcher pour elle. Les hommes tombaient à ses pieds. Elle obtenait ces petits rôles qu'elle voulait. Et puis, en vieillissant, et évidemment à Hollywood, vieillir c'est déjà être jeune, elle a arrêté d'obtenir ces petits rôles. Et j'ai senti chez elle une amertume vis-à-vis des choix différents que j'avais faits dans ma vie. Et malheureusement, notre amitié s'est terminée, mais je n'oublierai jamais que l'une de nos dernières conversations portait justement sur le mouvement MeToo. Et elle y était tellement investie. Elle disait « Tu ne comprends pas, il faut vraiment que ça arrive. » Et je me suis demandé, même si je l'écoutais, si son engagement dans le mouvement MeToo n'était pas en réalité une façon pour elle d'essayer de réconcilier les choix qu'elle avait faits dans son passé, des choix qu'elle avait faits avec des producteurs et des gens avec qui elle pensait que, si elle couchait avec eux, cela pourrait lui permettre d'obtenir sa grande chance. Bref, tout cela est en quelque sorte anecdotique. C'est réel, mais anecdotique. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous parlons de Harvey Weinstein. Parce que nous nous souvenons tous à la fois de rien et de tout à propos de cette affaire. C'est très étrange. Il y avait tellement d'informations que nous n'avons pas pu les digérer à ce moment-là. Nous nous souvenons très bien que tout a commencé par une explosion. Une explosion. De journalistes, puis bien trop de femmes pour pouvoir les compter, qui portaient des accusations. Voici juste un petit extrait. Les similitudes entre ces histoires étaient troublantes. Beaucoup de douches, beaucoup d'exhibitions. Et comme je l'ai dit, dans 3 de ces cas, il y a eu des allégations de viol. Puis il revient complètement nu et il n'arrêtait pas de me demander de le regarder se masturber.
Je suis une personne célèbre. Je me sens. Très mal à l'aise. En ce moment, il arrive maintenant. 5 minutes. Ne gâche pas ton amitié avec moi pour 5 minutes. Ce genre de comportement est normalisé et accepté depuis des décennies dans cette industrie. Des décennies, disait-elle. Et c'était, bien sûr, ce moment charnière très important qui allait faire tomber Harvey Weinstein. Mon Dieu, vous savez, il était sans doute l'homme le plus puissant d'Hollywood. Et maintenant, il y avait plus de 100 femmes qui affirmaient avoir été victimes d'abus sexuels, de harcèlement, voire de viol, ce qui explique pourquoi il est aujourd'hui en prison. Mais je dois tout de suite vous dire quelque chose. Cette liste, cette longue liste de femmes qui ont trouvé les caméras, qui ont pris la parole et raconté ce qui s'était passé et dont on ne se souvient même plus s'il a nié ou non, cette liste a considérablement diminué au moment où nous sommes arrivés au tribunal. Et même lorsque nous étions dans la salle d'audience, cette liste a encore diminué. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'un des nombreux aspects fascinants de cette affaire, la façon dont ils ont réussi à faire le tri parmi les femmes, celles qui mentaient purement et simplement, c'est-à-dire des femmes qui, de façon certaine, n'avaient même jamais couché avec Harvey Weinstein, certaines femmes qui l'affirment même n'avoir jamais rencontré, et celles qui, au minimum, avaient eu une relation intime avec lui, d'accord? Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, quand les gens réalisent que quelqu'un va tomber si vous étiez une personne en difficulté qui voulait gagner de l'argent rapidement et que vous saviez que cet empire allait s'effondrer, vous pourriez être tenté de venir pour toucher un gros chèque rapidement. Et quoi de mieux pour y parvenir? Il vous suffirait de pleurer et pleurer, puis de décrire quelque chose d'horrible qui serait arrivé. Votre honneur, il m'a forcé à toucher ses testicules. Vous voyez, les larmes coulant sur votre visage. Et ce genre de moment se produisait et les avocats de Harvey s'échangeaient un regard, un sourire entendu, un high five, réalisant que, oui, personne ne va croire cette femme. Et je vais vous dire pourquoi. La réponse à cela, c'est que Harvey Weinstein n'avait pas de testicules. Il n'a pas de testicules. Je vous l'avais dit, c'est une histoire étrange avec de nombreux rebondissements, et ce n'est qu'un d'entre eux. Mais ce qui est devenu un élément crucial dans l'affaire Harvey Weinstein, quelque chose que Harvey avait probablement considéré comme une malédiction quand cela lui est arrivé en 1999, s'est finalement révélé être une sorte de bénédiction lors de ses nombreux procès. Je veux que vous regardiez ce titre, d'accord? Il dit « Les testicules anormaux de Harvey Weinstein sont au centre des arguments finaux du procès. » Je ne plaisante pas. C'est vrai. Et je vais vous dire, l'histoire raconte qu'en 1999, Harvey Weinstein a été diagnostiqué avec ce qu'on appelle la gangrène de Fournier. D'accord? C'est extrêmement rare, mais c'est une infection potentiellement mortelle qui touche les organes génitaux avec une destruction rapide des tissus. En gros, ce dont nous parlons, c'est de nécrose, n'est-ce pas? Nécrose. Les tissus sont en train de mourir. Et je peux vous montrer cet extrait d'un article de Variety. Il est écrit que, pendant le procès, les procureurs ont révélé au jury que Weinstein avait subi une opération en 1999 pour une gangrène de Fournier, ce qui a obligé les médecins à retirer une partie de son scrotum. Cette opération a causé des cicatrices assez visibles à cause de l'infection. Ses testicules ont en fait été retirés de son scrotum et placés dans ses cuisses internes. Donc, ces testicules ont été retirés et placés dans ses cuisses internes en 1999. Je sais ce que vous pensez, Candace. Est-ce que tu inventes tout ça? Comment est-ce possible? Oui, c'est bien arrivé. Donc, la liste des allégations crédibles avait considérablement diminué. D'accord. Et comme je vous l'ai dit, en réalité, tout cela s'est résumé à 2 femmes à New York. Comme nous vous l'avons dit, Harvey Weinstein a été condamné en 2020 à un total de 23 ans à New York. Mais 20 de ces années, pour agression sexuelle criminelle au premier degré, découlaient d'accusations portées par une assistante de production qui travaillait sur Project Runway. Elle s'appelle Myriam, autrement connue sous le nom de Mimi Haley, d'accord? Donc, 20 ans, messieurs, 20 ans, mesdames qui écoutez. Vous avez des fils, vous avez des maris, nous avons des frères. Ça doit être horrible, non? Si on jette le livre et qu'on dit, en gros, meurs en prison, parce que c'est ce que ça veut dire. Tu devrais mourir en prison, Harvey Weinstein. Ce qu'elle a vécu a dû être terrible. Je vais vous dire tout de suite que Mimi Haley est née à Helsinki en 1977 et qu'elle a grandi en Suède.
Donc, elle n'était pas citoyenne américaine. Ce petit détail deviendra assez pertinent dans un instant. Et la façon dont elle a été présentée au public, c'était à travers beaucoup de larmes. C'était lors d'une conférence de presse en 2017. Elle a annoncé ses accusations contre Harvey Weinstein aux côtés de nul autre que Gloria Allred. Et je vais être honnête avec vous, c'est difficile d'écouter son récit de ce que Harvey lui a fait subir. Alors écoutons Mimi. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit sur moi, me faisant des avances sexuelles. Je lui ai dit non, non, non. Mais il a insisté. Et puis j'ai dit, j'ai mes règles. Il n'y a aucune chance que cela arrive. S'il te plaît, arrête. Il ne voulait pas accepter un refus et m'a acculée dans une pièce qui n'était pas éclairée, mais qui ressemblait à une chambre d'enfant avec des dessins d'enfants sur les murs. Il m'a maintenue sur le lit. J'ai essayé de m'échapper ou de le repousser et je n'ai cessé de lui demander d'arrêter, mais c'était impossible. Il était extrêmement insistant et physiquement dominant. Vous l'avez entendu ici. Elle a dit non, non, non. Il était dominant. C'est ainsi que cela lui est arrivé. Et d'ailleurs, Gloria Allred, je dois lui reconnaître ça, elle a vraiment perfectionné l'art de courir après les ambulances, n'est-ce pas? Utiliser des conférences de presse pour persuader les foules avec beaucoup de sanglots, n'est-ce pas? Et à ce stade, il n'a même plus vraiment d'importance de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou non. Ce qu'elle dit lors de la conférence de presse sera la même chose que ce qu'elle dira au tribunal, parce que les gens prêtent attention à la conférence de presse et ne vont probablement pas suivre l'affaire jusqu'au tribunal. Et je dois vous dire que même si cette conférence de presse semble très détaillée, Mimi omet en réalité certains détails importants. Et elle modifie aussi certains détails lorsqu'elle prend la parole à la barre, ce dont nous parlerons plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Harvey a été inculpé par un grand jury en 2018. Et Mimi? Le témoignage de Mimi a donc été recueilli quelque temps avant cette date. Mais au moment où elle a comparu à la barre en 2020, elle avait quelque peu modifié son témoignage. Même entre l'acte d'accusation du grand jury et la comparution à la barre, certaines choses ont changé. Elle avait inclus quelques épithètes sur lesquelles nous reviendrons. Alors, commençons par expliquer comment elle a rencontré Harvey. Tout cela, c'est selon Mimi. C'est son histoire. Elle a rencontré Harvey Weinstein pour la première fois en 2004. Puis, elle l'a approché 2 ans plus tard, en 2006, au Festival de Cannes, car elle cherchait du travail dans l'industrie après que son mentor, soi-disant mentor, le célèbre producteur londonien Michael White, ait subi un AVC et perdu son entreprise. Voilà, c'est elle. Vous pouvez la voir, jeune et belle. Et la voilà avec Michael White, un producteur à Londres qu'elle a présenté comme son mentor. Il convient de préciser que par mentor, elle entend qu'après l'avoir rencontré une fois et échangé leur numéro, elle lui a rendu visite et a décidé de rester chez lui lors de ce séjour à Londres. Et vous pouvez voir qu'elle paraît jeune. Lui, il paraît assez âgé. Oui, elle était dans la vingtaine. Lui, il avait dans les 60 ans. D'ailleurs, elle a raconté cela à Vanity Fair, expliquant qu'il était ensuite devenu une figure paternelle pour elle et qu'ils entretenaient une relation platonique, je cite, non conventionnelle. Voilà donc comment elle a passé sa vingtaine aux côtés de ce type. Michael a côtoyé, parce qu'il était un grand producteur, Kate Moss, les Rolling Stones, la princesse Diana, chez celui qu'elle considérait comme une figure paternelle. Et ensuite, elle est devenue son assistante personnelle. Comme je l'ai dit, il a ensuite eu un accident vasculaire cérébral. OK, son patron, figure paternelle, a eu un accident vasculaire cérébral. Et donc, Michael White n'est plus en mesure de fournir ce type de soutien. Elle a décidé de peut-être chercher une autre figure paternelle. Je ne sais pas comment contextualiser cela, mais elle a approché Harvey Weinstein au Festival de Cannes en 2006. Maintenant, je veux être claire. En 2006, Mimi aurait eu presque 30 ans, d'accord? En d'autres termes, elle n'était pas une jeunette d'Hollywood. Je pense que c'est vraiment important. Vous l'avez vu tout au long de ce podcast, j'ai toujours essayé de souligner l'âge des femmes parce que c'est important de
Faire la différence entre quelqu'un qui a, vous savez, 17 ans, quelqu'un qui a 15 ans, quelqu'un qui a 30 ans, une femme adulte pleinement formée, parce que cela change le contexte ou cela vous fait, je suppose, réfléchir à quel point elles étaient impuissantes, incertaines et hésitantes. Et oui, Mimi allait avoir 30 ans. C'est là que l'histoire commence avec Harvey Weinstein. Elle n'était plus dans la vingtaine. Donc, notre histoire raconte que Harvey l'a invitée après qu'elle l'a approché à le rencontrer à l'hôtel de sa société à Cannes, l'hôtel Majestic. Et tout de suite, ce fut une expérience horrible, d'accord? Elle a été humiliée parce qu'elle est arrivée dans sa chambre d'hôtel et ils ont eu un petit échange. Et puis, il fait quelque chose de vraiment fou. Il lui demande un massage et elle est confuse parce qu'elle pensait venir ici pour parler d'un éventuel emploi, discuter d'aspects liés à sa carrière. Et à la place, elle propose d'appeler en bas pour lui trouver un massage. Et là, il retourne la situation et dit qu'il veut plutôt lui faire un massage à elle. Et elle est humiliée. Comme je l'ai dit, elle a témoigné qu'elle était tellement humiliée que lorsqu'elle a quitté cette chambre d'hôtel, elle a éclaté en larmes. Oui, ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait en entrant dans la chambre d'hôtel de ce type, ce qui rend la suite des événements intéressante. Maintenant, sa mémoire est très floue sur la façon exacte dont cela s'est passé, mais elle obtient ensuite un emploi temporaire sur Project Runway, qui était à l'époque produit par la Weinstein Company. Et pour être clair, ils avaient déjà commencé à filmer cette série. Ils étaient en pleine production et je vous rappelle encore une fois qu'elle n'est pas citoyenne américaine. Et donc, il lui décroche ce travail. Encore une fois, qui sait? Elle ne sait pas. Ai-je parlé à son assistant? Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens de rien de tout ça. Et elle commence à travailler comme assistante de production sur l'émission pendant plusieurs semaines. Et elle est payée en liquide parce que son visa ne lui permettait pas de travailler aux États-Unis. Le tournage se termine alors. Et d'ailleurs, pendant qu'elle vit à New York, alors qu'elle a déménagé à New York pour cette opportunité, elle habite chez une amie à elle dans l'East Village. Et après la fin du tournage, elle contacte Harvey pour le remercier de l'opportunité. Donc, malgré cette expérience vraiment inconfortable et humiliante dans sa chambre d'hôtel, elle obtient ce travail. Ensuite, elle veut simplement le remercier pour l'opportunité. Et il l'invite à prendre un verre au Mercer Hotel à New York. Et elle décrit cette expérience comme très agréable. Elle l'a rencontré le 26 juin 2026 dans le hall du Mercer Hotel. Et elle a témoigné qu'il était, je cite, très respectueux, voire charmant. Il lui a alors proposé de revenir à Project Runway la saison suivante. Et le lendemain, le 27, elle se rend à son bureau pour voir quelqu'un d'autre. Et elle passe aussi par son bureau et il lui donne un livre qu'elle devrait lire. Puis, il lui propose de la raccompagner chez elle à son appartement. Après cette rencontre dans ses bureaux. Et il lui dit aussi, par exemple, « Tu devrais venir dans mon jet privé. On peut aller à Paris la semaine suivante. On peut assister à ce défilé de mode. Tu peux rester avec moi. Tu peux rester au Ritz. » Et elle dit qu'elle refuse cette proposition. Ils sortent de la voiture. Son assistant, d'ailleurs un homme, est aussi dans la voiture. Il dit « Ah, c'est ici que tu habites. C'est l'immeuble dans lequel tu vis. » Elle répond « Ouais, je suppose qu'Harvey faisait juste attention à la disposition des lieux ou quelque chose comme ça, au moins. » C'est l'impression qui reste quand on lit les transcriptions. C'est un peu l'impression que l'on a que Harvey surveillait et voulait vraiment savoir où vivait cette jeune femme. Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller à Paris, mais qu'il n'acceptait pas un refus comme réponse. Et elle a témoigné qu'elle n'avait aucune intention de le faire, mais par politesse, elle lui a dit qu'elle le tiendrait au courant, peut-être que j'irai à Paris. Et que Weinstein l'a appelé à plusieurs reprises. Et puis plus tard, il revient. Il se présente à son appartement pour la deuxième fois de la journée. Et maintenant, nous allons plonger directement dans cette transcription du tribunal. Je ne peux qu'imaginer, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde. Et il se rend dans cet appartement de l'East Village. Donc la question qu'on lui pose à la barre est « Avez-vous agi d'une manière qui montrait un intérêt romantique pour Harvey Weinstein ?» Elle répond « Non ». « Avez-vous agi d'une manière qui montrait un intérêt sexuel pour Harvey Weinstein? Non. Avez-vous eu des nouvelles de Harvey Weinstein après qu'il a quitté votre appartement et que vous êtes rentré à l'intérieur? Oui. À ce moment-là, votre colocataire Liz était-elle à la maison? Elle ne l'était pas. Peanuts était-il là? Peanuts est le chien de Liz.
Je crois que oui. Décrivez le contact supplémentaire. Eh bien, j'ai eu des nouvelles de lui et de son assistante plusieurs fois ce jour-là, me demandant si j'avais décidé ou non d'aller à Paris. Et j'ai dit « Merci beaucoup, mais non, je ne vais pas venir ». Il a dit « Eh bien, réfléchissez-y ». Encore une fois, vous savez, il continuait d'appeler et je continuais de dire « Merci beaucoup, mais non ». Et question, ces communications initiales que vous décrivez, étaient-ce des appels téléphoniques? Je ne réponds pas. Je crois que c'était des appels téléphoniques. Oui. Question. Et c'était à ce numéro de téléphone que vous aviez dans votre agenda et que vous utilisiez à ce moment-là lorsque vous étiez à New York. Elle répond, je crois que oui. Je ne suis pas sûre à 100% qu'il s'agissait d'appels téléphoniques, mais moi, c'est plutôt un. Il s'agissait d'appels téléphoniques, puis de courriels. Question. Pouvez-vous décrire le ton de Harvey Weinstein lors de ces conversations téléphoniques? Elle répond, eh bien, il était persistant, très persistant. Et est-ce que quelque chose s'est passé à la suite de ces appels téléphoniques répétés? Eh bien, plus tard, il s'est présenté à l'improviste à l'immeuble. Et je ne suis pas sûre s'il a sonné à l'interphone ou s'il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il était dehors, mais il s'était présenté là de façon inattendue. Question. Avez-vous essayé de le faire partir par téléphone au début? Oui, j'ai essayé. Il voulait entrer et j'ai dit que ce n'était pas le bon moment. Et alors, il a dit, vous savez, parle-moi juste 5 minutes. Je veux te voir 5 minutes ou quelque chose comme ça. Question. Et donc, après que vous ayez dit que ce n'était pas le bon moment, est-il resté devant votre immeuble? Oui, il ne voulait pas partir. Et pouvez-vous décrire son ton à ce moment-là? Il était simplement très persistant et insistant. Et qu'avez-vous fait? Eh bien, je ne voulais pas qu'il entre dans l'appartement. Alors j'ai pensé que j'allais sortir le voir dehors, juste devant la porte. Donc j'ai laissé les portes ouvertes pour sortir et ouvrir la porte d'entrée. Et dès que je l'ai ouverte, il l'a simplement tirée comme ça, il m'a bousculé et il est passé devant moi dans le couloir en disant « Où est-ce? Où est-ce ?» Et il montrait du doigt et il a vu, évidemment, que la porte était ouverte et il est simplement entré dans l'appartement. Laissez-moi sortir un instant de cette transcription. Donc, Harvey Weinstein est réapparu à son appartement. Et elle ne se souvient pas vraiment ou à peu près de l'appel téléphonique. Les détails de l'appel téléphonique sont toujours un peu flous quand on parcourt cette transcription. Mais elle sait qu'elle n'est sortie que parce qu'elle ne voulait pas qu'il entre. Mais Harvey, elle a donné un récit. Il est fou. Il dit « Où est-ce? Où est-ce? » Je veux voir ton appartement dans l'East Village. Et il la dépasse brusquement, entre de force et trouve d'une manière ou d'une autre exactement quel appartement c'est. C'était parce que la porte était ouverte et il a simplement tenté sa chance. Ça, c'est du pouvoir, mes amis. Bref, pour revenir à cela, l'avocat demande « Et qu'avez-vous fait? » Je veux dire, je restais juste là, comme si je ne savais pas quoi faire. Alors j'étais juste là, « Oh mon Dieu, oh non! » Pourquoi est-ce qu'il entre dans l'appartement? Décrivez ce qui s'est passé. Êtes-vous entré dans l'appartement? L'avez-vous suivi dans l'appartement? Oui. Et décrivez ce qui s'est passé une fois que vous étiez à l'intérieur de l'appartement. Eh bien, une fois à l'intérieur de l'appartement, nous étions là, debout. Il se tenait là. Il m'a posé des questions sur l'appartement et sur la personne avec qui je vivais. Et puis, il a persisté à essayer de me convaincre de l'accompagner dans ce voyage à Paris. Je veux dire, il devait vraiment vouloir qu'elle parte en voyage à Paris. Question. Vous souvenez-vous de quelque chose concernant les détails de ce qu'il disait à ce moment-là? Réponse. Eh bien, à un moment donné, il a dit « D'accord, eh bien, pourquoi tu n'emmènes pas simplement ta colocataire si ça peut te convaincre de venir? Elle peut venir aussi. Elle peut être ta chaperonne ou peu importe. » Quelles ont été tes réponses à sa demande? Eh bien, j'essayais encore. J'avais l'impression de dire simplement « Merci beaucoup », mais non merci. En gros, je n'irai pas. Pouvez-vous décrire son attitude dans l'appartement alors qu'il faisait ses demandes répétées? Il était tout simplement très envahissant et il ne l'était pas. Il était vraiment, vraiment persistant et restait amical, mais c'était presque de la supplication. Et il était un peu très insistant. Il ne voulait tout simplement pas accepter le non comme réponse. Avez-vous continué à tenir bon et à dire que vous n'iriez pas avec lui? Oui. Est-ce qu'il écoutait? Et là, il y a une objection de l'avocat de Harvey. Alors il reformule la question. Est-ce qu'il continuait à vous demander de venir? Oui. À un moment donné, a-t-il arrêté de vous demander de venir? Oui.
Pouvez-vous décrire ce moment? Eh bien, à un moment donné, parce que je ne savais pas comment mettre fin à la situation. J'ai dit que vous aviez une terrible réputation auprès des femmes, d'après ce que j'ai entendu. C'était à moitié une blague. J'essayais encore d'être amicale, mais il l'a mal pris. Et il a reculé et il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as entendu? » Ce genre de choses. Et j'ai dit « Non, je dis juste non, juste en général, enfin, voilà. » Mais c'est à ce moment-là qu'il a lâché l'affaire. À ce moment-là, est-ce que vous quittez votre appartement? Oui. Et je vais vous montrer ce que j'ai marqué comme pièces à conviction du peuple 65 à 69. Reconnaissez-vous les pièces à conviction du peuple 65 à 69? Oui, je les reconnais. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans ces pièces? Donc, c'est la porte d'entrée de l'immeuble où je vivais à cette époque. Je voulais donc simplement vous décrire cet incident parce qu'il est important à comprendre. Elle commence donc par cet incident à l'hôtel, puis à Cannes. Et maintenant, nous avons déménagé et elle se fait conduire. Et j'imagine qu'il a juste décidé de mémoriser son petit appartement dans l'East Village. Et il a fait irruption, a heureusement trouvé l'appartement parce qu'il a pu reconnaître que cette porte devait être la sienne. Il est donc entré et elle l'a suivi. Et puis, malgré cette bête et ce monstre qui la poursuivent, elle parvient à le faire reculer avec une seule phrase. « Oh, tu as une mauvaise réputation avec les femmes. » Sa mémoire devient alors un peu floue, je dois vous l'avouer. Elle ne se souvient plus, encore une fois, exactement comment ils ont communiqué. Mais elle reconnaît qu'elle accepte une invitation de Weinstein pour qu'il l'emmène en avion en Californie, à Los Angeles, pour la première de Clerks 2, un film, en juillet 2006. Elle présente cela comme « Vous savez, je me sentais mal de ne pas être allée à Paris, mais elle va aller à Los Angeles. » Parce que, en plus, le timing lui convient car son ami vient d'avoir un bébé. Mais ensuite, quelque chose se passe. D'accord. Avant que Mimi ne prenne l'avion pour Los Angeles, le 10 juillet 2006, Harvey l'invite dans son appartement à Soho. Et c'est de cela que vous l'avez entendu pleurer. Il lui impose de force un acte sexuel. Maintenant, même si vous ne saviez rien de cette affaire, rien que cette phrase que je vais vous montrer, tirée de 2020 alors que le procès était en cours, un article d'AB News qui couvrait le procès, vous ferait probablement vous dire, hein? On peut lire, je cite, « L'une des deux femmes pour lesquelles Harvey Weinstein est jugé pour agression sexuelle a témoigné lundi pour décrire comment le producteur hollywoodien l'a agressée sexuellement et avec violence, et pour expliquer pourquoi elle est retournée vers lui en moins d'un mois et a enduré une seconde relation sexuelle non désirée. » Attendez, d'accord. Donc, elle témoigne pour expliquer pourquoi, après une agression sexuelle violente et forcée, elle est ensuite retournée vers lui en moins d'un mois pour subir une seconde agression. Ça ne semble pas logique. Mais oui, les allégations de Mimi étaient qu'au 10 juillet 2006, Harvey Weinstein lui avait imposé de force un acte sexuel. Ensuite, elle est allée à Los Angeles, à ses frais d'ailleurs, et quand elle est revenue le 26 juillet 2006, donc on parle de 2 semaines, cela s'est reproduit. Mimi affirme que lorsqu'elle est revenue de Los Angeles, à New York environ 2 semaines plus tard, Harvey l'a invitée à prendre un verre au Tribeca Grand Hotel et elle a accepté. Elle a dit, je cite, « Il était très persistant et insistant. » Elle a expliqué son retour en disant, je cite, « J'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi cela s'était produit, et je me sentais très piégée, incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet. » Elle a dit qu'elle avait l'impression d'essayer de retrouver une certaine forme de pouvoir jusqu'à ce qu'elle entre pour le rencontrer le 26 juillet 2006, portant une vieille paire de chaussures usées, avec peu d'argent et aucune famille aux États-Unis, soit dit en passant. Elle a donc témoigné, je cite, « Je me sentais juste comme une sorte de clocharde, juste comme une fille qui n'a pas de chance. » Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mettez de côté le fait que nous parlons d'une femme adulte, elle n'avait vraiment pas de chance. Et elle y allait vraiment dans l'idée de reprendre le pouvoir. Mais elle a témoigné que lorsqu'elle est arrivée au Tribeca Grand Hotel, on l'a dirigée vers la chambre de Weinstein où, enfin, appelez-moi folle, je n'y serais peut-être pas retournée, mais là, c'est différent, c'est une autre situation. Elle y retourne encore pour reprendre le pouvoir.
Et c'est là qu'elle affirme qu'il lui a pris la main et l'a tiré vers un lit. Et elle dit qu'à ce moment-là, je cite, « Je me suis juste laissé faire ». Elle est devenue engourdie parce qu'elle a compris à cet instant que Weinstein l'avait de nouveau piégée. Elle a témoigné, je cite, « Je me suis juste sentie idiote ». Dans la salle d'audience, c'est à ce moment-là qu'elle tremble, qu'elle pleure et qu'elle enfouit sa tête dans ses mains parce que si vous pensez à poser des questions à ce sujet ou si vous vous demandez s'il y a un aspect de bon sens ici, comme ne pas retourner dans une chambre d'hôtel, ne pas le laisser entrer dans votre appartement ou quoi que ce soit de ce genre. L'essentiel, c'est que maintenant elle pleure à la barre et pleurer compte beaucoup à la barre. Vous allez apprendre que cela compte beaucoup tout au long de cette affaire. Maintenant, je veux vous expliquer ce qui se passe lorsque l'avocat de Harvey peut l'interroger, car cela devient assez intéressant. Et si vous revenez à cette première rencontre au Festival de Cannes, il lui demande, et c'est en haut de la page 1638, Skylar. Il lui demande, souvenez-vous, c'est censé être l'incident du massage, le tout premier. Il se rend compte qu'il a quelques questions, même si elle pleure. Et lui, Damon Chernus, c'est son nom, est l'avocat. Et il dit, « Cette assistante vous accompagne jusqu'à la chambre » et elle répond, « C'est exact. » Puis il demande, « Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait plus tôt ce jour-là, le 24, au Festival de Cannes? Vous souvenez-vous où vous êtes allé? » Non. Quand vous arrivez à l'hôtel Majestic, on vous conduit chez Mare, dans la chambre de M. Weinstein, n'est-ce pas? Oui. D'après votre témoignage, vous avez tous les deux une brève conversation à propos de tout et n'importe quoi. Oui. À un moment donné, vous dites que M. Weinstein vous parle de massage. Oui. Il a demandé si vous pouviez lui faire un massage ou, à un moment donné, s'il pouvait vous en faire un, n'est-ce pas? C'est exact. À ce moment-là, vous avez dit aux membres du jury que vous étiez très bouleversé, pour le moins, n'est-ce pas? J'étais offensé, oui. Vous étiez offensé parce qu'il s'agissait d'une réunion professionnelle et que vous pensiez que vous alliez peut-être parler de Project Runway. Non, pas de Project Runway à ce moment-là. Autre chose? J'y suis allé, soi-disant, pour le rencontrer afin de lui demander s'il avait du travail en production sur lequel je pourrais l'aider, oui. Au cours de cette réunion, est-ce bien votre témoignage que M. Weinstein vous a fait des avances en vous proposant un massage, n'est-ce pas? Répétez. Il vous a fait des avances en vous proposant un massage? Oui, il l'a fait. Et vous avez dit que vous étiez humilié, c'est le mot que vous avez utilisé. Je l'étais. Vous êtes parti, vous avez quitté la pièce. Vous l'avez déclaré sous serment, vous avez commencé à pleurer. Une fois que j'ai quitté l'hôtel. Et quand M. Weinstein vous a-t-il donné son numéro de téléphone au cours de cette rencontre? Je ne me souviens pas quand il me l'a donné exactement. Le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est généralement la dernière chose qu'on obtient, non? Objection, dit son avocate. Probablement, dit-elle. Le tribunal rejette l'objection. Était-ce après que M. Weinstein vous ait fait ses propositions et alors que vous étiez en train de sortir qu'il vous a donné son numéro de téléphone? Objection, maître. S'intervient. Le tribunal rejette cette objection. Elle répond, peut-être, probablement. Ensuite, vous avez dit qu'à un moment donné, vous aviez reçu un appel de M. Weinstein, mais vous ne vous en souvenez pas vraiment. Je ne me souviens pas vraiment si c'était de M. Weinstein lui-même ou un assistant, mais quelqu'un est venu m'aider à aller aider sur Project Runway. M. Weinstein t'a donné son numéro? Oui, j'ai peut-être contacté son bureau. Donc nous sommes clairs, vous avez appelé monsieur le bureau de Weinstein après cette demande de massage. Oui. Et quand tu as appelé monsieur bureau de Weinstein, à qui avez-vous parlé? En fait, je ne suis pas sûre, mais oui. Est-ce que tu pensais dans ta tête à ce moment-là à l'incident du massage? Pourquoi est-ce que je vais appeler ce type pour un travail? Non, j'avais besoin d'un travail. Et n'est-il pas vrai que Project Runway était déjà en production à ce moment-là? C'est exact. Et en étant dans l'industrie de la production, tu sais qu'il était probablement déjà entièrement pourvu en personnel au moment où tu aurais pu t'impliquer, n'est-ce pas? Et elle répond oui. Eh bien, c'est un témoignage intéressant là. Ouais. Elle avait besoin d'un travail et doit un peu admettre que oui, peut-être qu'elle a pris son numéro en partant de ce terrible incident de massage pendant lequel elle a pleuré. Et puis peut-être qu'elle a contacté son bureau à propos de ce poste
qui n'était pas vraiment un poste ouvert, mais qui nécessitait que quelqu'un de puissant crée un poste pour une personne qui n'est pas censée travailler aux États-Unis. Ça s'est juste un peu produit. Je ne sais pas. Je ne dis pas ça. Je n'accuse personne, d'accord? Mais le fait est que je vous lis simplement les témoignages qui sont en cours. Et puis Damis Chernus peut l'interroger à nouveau. Bien sûr, il l'interroge tout au long de cette affaire, mais à propos de cet incident du 26 juillet, quand elle n'arrive tout simplement pas à expliquer comment elle s'est retrouvée piégée à nouveau par lui dans un autre hôtel. Et voici ce qui est tiré de cette transcription. Chernus lui demande « Le 26 juillet, vous avez eu des relations sexuelles avec Harvey Weinstein, n'est-ce pas? » « Il y a eu des relations sexuelles avec Harvey Weinstein? Oui, a-t-elle répondu. Peu après, Cheronas lui a demandé « Il ne vous a pas forcé à avoir des relations sexuelles, n'est-ce pas? » « Je n'ai pas résisté physiquement, a-t-elle répondu. Vous souvenez-vous d'avoir témoigné devant le grand jury que le rapport sexuel n'était pas forcé? C'est exact, parce que je n'ai pas résisté, a déclaré Halehi. Ils la mettent également au défi, selon cet article, concernant ses souvenirs à la barre, où elle affirme maintenant qu'il l'a traitée de salope et de pute. Et cela, elle ne l'avait pas mentionné lors de ses premiers entretiens avec les procureurs. Il a trouvé cela très étrange. Par exemple, lorsque vous étiez devant le grand jury, au début de 2018, vous n'avez jamais parlé de tout cela. Et voici comment elle a répondu. Elle a dit, je cite, « Je pense que c'est quelque chose dont je me suis souvenu plus tard. » Elle a dit, « D'accord, prenons-la simplement au pied de la lettre ici. Écoutez, je ne suis pas là pour ne pas croire les femmes. Prenons tout ce qu'elle a dit en compte parce que, encore une fois, Harvey prend 20 ans, d'accord? Et je déteste être une personne avec du bon sens, donc je suis ravie que vous puissiez commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous attendez après avoir survécu. 2 agressions sexuelles, après avoir survécu, avec une phrase puissante. Vous avez une mauvaise réputation avec les femmes après avoir survécu à son éruption dans son appartement, en plus de l'épisode étrange du massage dans la chambre qui a tout déclenché. Je supposerais que Mimi Halehi, maintenant que tout cela est derrière elle, que l'affaire Project Runway est terminée, aurait peut-être simplement évité Harvey Weinstein complètement. Est-ce que c'est juste? Je vais regarder dans le chat. Est-ce que c'est juste? Est-ce juste de dire, OK, peut-être qu'il vaut mieux simplement éviter ce type? C'est un vrai problème, ce gars-là. Comme si tu ne vas pas voir la police, que tu as trop peur. Très bien. Mais alors, il faut juste rester loin de lui. Et si tu trouves que c'est juste, ou si tu trouves que ce n'est pas juste, je t'invite à m'expliquer pourquoi. Je peux te donner la réponse. Elle n'est pas restée loin de lui. Elle n'est pas restée loin de lui après ses diverses agressions sexuelles en 2006. Vous allez être assez surpris d'apprendre qu'au lieu de cela, elle envoyait des emails à Harvey Weinstein. Il gère toujours ses emails par l'intermédiaire de ses assistants. Et elle a envoyé cet email à Harvey Weinstein 2 ans après sa double agression. Cet email a été envoyé un vendredi. Le 27 juin 2008, elle a écrit « Salut Harvey. Comment vas-tu? C'est un plaisir de vous voir à Cannes. J'ai remarqué un article dans le New York Post d'aujourd'hui sur la famille Adams qui allait être transformée en comédie musicale à Broadway. Juste pour vous rappeler à quel point je suis un génie. Ne vous ai-je pas dit que c'était une excellente idée il y a 3 ans au Mercer Bar? Gros bisous, Myriam. Oh, gros bisous. Je ne m'attendais pas à lire autant d'amour. Maintenant, je veux être honnête. Je n'ai jamais été violée. Je n'ai jamais été agressée sexuellement. Mais j'imagine que dans un monde où cela m'était arrivé, je n'enverrais probablement pas d'email en disant « gros bisous » à la personne qui aurait commis ces agressions sexuelles. C'est juste moi. Encore une fois, je pourrais être complètement à côté de la plaque. Je serais ravie d'entendre vos explications, vous savez, pour m'expliquer pourquoi cela arrive parfois, et de façon si spécifique. Et elle revient un peu sur le Mercer Bar. Elle dit qu'ils ont passé un super moment ensemble. C'était juste avant qu'il ne repère son appartement qu'il y entre de force, et cela ne semble pas l'inquiéter. Et pour être clair, Harvey lui a répondu 3 jours plus tard, on dirait qu'il est très occupé, peut-être qu'il ne lui accordait pas l'attention dont elle avait besoin ou qu'elle voulait, et il a répondu le 30 en lui disant ceci. «
Myriam, tu es un génie. C'est bon d'avoir de tes nouvelles. Toutes mes amitiés, Harvey. Oh, juste une phrase en arrière. Il devait être tellement pompeux et arrogant qu'il n'a même pas pris le temps nécessaire pour vouloir entretenir cette relation ou pour vouloir qu'elle l'apprécie. Parce que s'il avait commis ces agressions insensées, tu sais, je ne sais pas. J'imagine simplement qu'il aurait voulu, tu sais, s'assurer qu'elle était heureuse. Mais c'est une réponse plutôt courte. Bref, elle lui écrit à nouveau. Ouais. 1 an plus tard, elle lui écrit le 25 février 2009. Cette fois, elle est un peu plus explicite sur ce qu'elle recherche. Elle écrit « Cher Harvey, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Comment vas-tu? Écoute, j'économise pour devenir professeur de yoga Kundalini et je voulais juste me proposer si jamais, par hasard, tu as un tournage à Londres. Je peux être assistante, peu importe. J'apprécierais vraiment toute piste. Un chat a besoin d'être nourri. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas super bien. Paix et amour, Myriam. » Bon, je ne sais pas si c'est parce que je ne me rends pas compte de ce qui peut arriver ou pourquoi on écrirait un mail à une personne qui vous a agressé à plusieurs reprises et qu'on essaierait encore de se retrouver à travailler pour lui, mais c'est ce que Myriam a fait. Et maintenant, on parle d'une femme qui a 3 ans de plus, donc elle a environ 32 ou 33 ans. Et je dirais qu'évidemment, elle avait probablement toutes les occasions, à ce moment-là, d'aller voir la police et de signaler ce qui lui était arrivé. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas du tout. Elle attend encore, là on est en 2009, et elle ne rend ses accusations publiques qu'en 2017. Elle attend encore 8 ans, et c'est lorsqu'elle se retrouve aux côtés de Gloria Allred, alors que Harvey Weinstein est en train de tomber, qu'elle décide de présenter cette histoire comme une agression sexuelle qu'elle aurait subie. Et elle a réussi. Comme je l'ai dit, elle a fondu en larmes à la barre. Et cela a suffi. À New York, cela a suffi pour lui donner 20 ans. Maintenant, quand on examine la transcription et qu'on commence à entendre et à regarder plus d'informations sur le moment où il a fait irruption dans son appartement, vous savez, lorsque Damon Chernus a pu la faire comparaître à la barre et lui poser des questions sur la configuration de l'appartement, on apprend qu'il n'y avait pas qu'une seule porte par laquelle elle devait le faire entrer en appuyant sur le buzzer et qu'il a franchi, vous savez, qu'il a franchi de force. Il y avait aussi une deuxième porte de sécurité à laquelle il fallait également être autorisé à entrer. Et elle n'est pas vraiment sûre, elle ne se souvient pas vraiment des détails de la façon dont il a franchi celle-là. Mais il l'a fait. Et puis, nous avons appris que la configuration de cet appartement exigeait en fait qu'il aille à droite puis à gauche pour atteindre sa porte ouverte. Et je vous le dis, en lisant cette transcription, je me dis, si une fille ne voulait pas que vous veniez dans son appartement, que vous soyez à l'intérieur de son appartement, il y a 2 portes de sécurité. Il faut passer un appel pour entrer. Je veux dire, j'aurais peut-être simplement laissé l'appel sans réponse, peut-être. Je n'aurais pas ouvert la deuxième porte, je ne lui aurais pas montré. Je ne veux pas dire qu'elle l'a fait. Son témoignage est qu'il a juste dit « Où est-il ?» Puis je l'ai trouvé. Je viens de réussir à le trouver. Je savais à peu près où était son appartement. Mais j'ai senti qu'il y avait peut-être des occasions pour elle de sortir de cette situation en lisant. Et puis j'ai trouvé ça bizarre. Et encore une fois, c'est un autre de ces trous de mémoire. Lorsque Damon Chernus, l'avocat, commence à lui poser des questions sur ce voyage à Los Angeles, où elle dit avoir été invitée pour une avant-première de film, nous avons appris qu'elle y était 2 semaines et que Harvey avait payé le voyage. Et puis Damon demande en quelque sorte « Hey, combien de temps durent généralement les avant-premières de films? » Et elle répond, vous savez, je paraphrase ici, « une nuit. » Donc, vous êtes resté là-bas pendant 2 semaines et Harvey a payé ce voyage. Oui, elle ne se souvient pas comment cela s'est passé après qu'il ait fait irruption dans son appartement, mais elle se rappelle peut-être que... Et puis Damon lui montre un autre email qu'elle a envoyé à la société Weinstein où elle dit « Oui, Harvey a dit qu'il m'aiderait à aller à Los Angeles. » Et puis Damon Chernus, l'avocat de Harvey, parvient à montrer dans son agenda qu'au 26 juin, en fait, elle était sortie acheter un cadeau pour son ami qui avait eu un bébé à Los Angeles. Un cadeau?
Donc, avant Harvey, avant cette proposition d'assister à une avant-première de film qu'elle affirme être la raison de son voyage à Los Angeles, elle avait déjà prévu d'y aller. Donc, j'imagine que c'était une coïncidence, une heureuse coïncidence. Ou, comme Damon le présente, il payait simplement pour qu'elle aille à Los Angeles. Et ce n'était pas vraiment pour une avant-première de film. Il s'agissait d'Harvey Weinstein. Encore une fois, c'est en lisant les transcriptions. Ce que j'en retiens, c'est qu'ils avaient peut-être simplement proposé de payer son voyage à Los Angeles pour un séjour. Et ils n'avaient en fait pas vraiment besoin d'elle à l'avant-première du film. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que j'en sais? Encore une fois, je ne veux rien insinuer ici parce qu'il a été reconnu coupable, les gars. Et il y a tellement plus que je vais vous raconter à propos de Mimi, cette femme qui appréciait en quelque sorte ses relations de type paternel, ses relations de mentor. Et franchement, les gars, elle se sentait juste comme une clocharde. Et c'est vraiment triste qu'une femme de 30 ans n'ait tout simplement pas, je suppose, assez d'expérience de vie pour connaître ces pièges liés aux hommes, à leur chambre d'hôtel et à leur peignoir. Et même quand les signes étaient là et qu'il a demandé un massage, vous savez, ces moments deviennent vraiment flous. Et donc, les tribunaux de New York ont déclaré qu'elle était une victime. Et ce qui est vraiment frappant, d'ailleurs, c'est d'entendre toutes ces personnes faire semblant d'être indignées que la cour d'appel ait dit « Que s'est-il passé ici ?» Et l'une des choses qu'un des juges dit, et nous reviendrons sur cette partie de la transcription demain ou lors de notre prochaine émission consacrée à cette affaire, c'est pourquoi certaines personnes ont elles-mêmes été autorisées à témoigner. Parce qu'à ce juge d'appel, il semble presque qu'il n'avait pas vraiment les preuves pour condamner Harvey. Alors ils ont un peu laissé ce genre de mascarade judiciaire se produire, où ils ont permis à des gens de témoigner sur toutes sortes de choses. Comme Bob Weinstein, son frère, Harvey s'est déjà battu avec son frère. D'accord, pourquoi est-ce que cela est autorisé dans cette salle d'audience? Quel rapport cela a-t-il avec quoi que ce soit? Quel rapport cela a-t-il avec ce qui se passe? Donc, si vous vous battez à coups de poing avec votre frère, si vous frappez votre frère, cela veut dire que vous êtes un violeur? Tout cela n'était qu'une sorte d'assassinat de caractère. Vous savez, oh, Harvey, une fois, vous savez, il ne m'a pas payé ou quelque chose comme ça. Et c'était juste pour assassiner son caractère. Ça ressemblait à un procès spectacle. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer ce que le juge d'appel a dit à ce sujet et pourquoi il renvoie l'affaire. Mais je veux que vous imaginiez ceci. Je veux que vous imaginiez que c'est vous ou quelqu'un que vous aimez. Peut-être que c'est votre femme qui regarde, votre mari, votre frère. Votre fils écope de 20 ans de prison, 20 ans de prison pour cette relation de Mimi Haley, désormais connue sous le nom de Mimi Haley. Et personne ne se soucie vraiment d'examiner cela et de reconnaître qu'il y a des choses étranges qui se sont produites ici. Quoi qu'il en soit, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais aussi vous montrer une autre chose et parler de MeToo en général. Mais d'abord, je voudrais m'adresser à certains de nos sponsors. Nous avons été incroyables. Société d'or étant l'un d'eux. Le mois dernier, nous avons vu combien l'administration précédente avait dépensé. Alors que la Fed tente de contenir l'inflation, l'économie en ressent encore les effets, notamment sur les produits du quotidien comme l'alimentation, le logement et la santé. Si vous vous inquiétez de votre épargne ou de votre retraite, il est temps d'envisager de diversifier votre épargne avec Goldco. L'or est reconnu comme une réserve de richesse depuis des milliers d'années. Contrairement à d'autres actifs, sa valeur n'est pas liée à la performance d'une entreprise ou d'un gouvernement, ce qui la rend moins sensible à la volatilité des marchés financiers. A rendu l'achat de métaux très simple. Ils soutiennent l'émission et excellent dans leur domaine. Vous pouvez dès maintenant obtenir gratuitement un kit d'or et d'argent 2025, contenant d'excellentes informations sur l'achat de métaux précieux. Vous pouvez également bénéficier d'un bonus instantané en argent allant jusqu'à 10%. C'est une excellente offre maintenant. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com pour en savoir plus. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Field of Greens est aussi un sponsor de cette émission car le gouvernement a passé des années à imposer des obligations et à dicter comment nous gérons notre santé. Maintenant, il s'oppose quand nous reprenons le contrôle. Vous devez reprendre votre santé avec Field of Greens. Nous savons tous que manger sainement est la clé pour rester en bonne santé, mais la vie est chargée et ce n'est pas toujours réaliste. Field of Greens aide. Ce sont des fruits et légumes entiers.
C'est tout. Nous pourrions tous en consommer plus dans notre alimentation. Une boisson suffit pour bien commencer la journée en forme. Mon équipe aime Field of Greens et parle d'énergie, de santé intestinale et de bien-être. Chaque fruit et légume dans Field of Greens est sélectionné par des médecins pour des bienfaits spécifiques sur la santé et Field of Greens vous promet qu'à votre prochain bilan, votre médecin le remarquera. Votre amélioration de santé ou vous serez remboursé. Alors en ce moment, mes spectateurs bénéficient d'une réduction de 20% pour commencer si vous allez sur fieldofgreens.com et utilisez le code Candice. C'est fieldofgreens.com, code Candice. J'ai hâte de voir ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est juste la partie émergée de l'iceberg, les amis. La partie émergée de l'iceberg, d'accord, on ne fait que commencer ici. Alors ne vous emballez pas, vraiment. C'est juste, et c'est incroyable de penser, d'ailleurs, je sais qu'on vous l'avait déjà montré quand on avait fait une bande-annonce pour ça, mais toutes ces célébrités, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et puis instantanément, n'est-ce pas? Instantanément, et c'est une question d'instinct de survie, ces mêmes personnes, comme Jennifer Lawrence, qui disait qu'il était un dieu et merci, je te dois tellement, se sont retournées contre lui et ont fait partie du tas de chiens. Écoutez, C'est juste ça. Un horrible furoncle qui ne disparaît pas. Harvey Weinstein n'est pas là ce soir, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra dans 20 ans quand il sera la première personne jamais huée pendant l'in memoriam. L'Académie, comme vous le savez sans doute, a pris des mesures l'année dernière pour expulser Harvey Weinstein de ses rangs. Il y avait beaucoup de grands nominés, mais Harvey le méritait le plus. incroyable, avec des amis comme ceux-là qui n'ont fait que prendre. Qui a besoin d'ennemis, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça le mouvement MeToo, c'est la façon dont il avance. Quand les gens sont certains que d'autres vont tomber, ils sont prêts à en dire beaucoup. Et puis, quand quelqu'un commence à revenir sur les faits, je pense que les gens deviennent un peu nerveux. Je pense qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont nerveuses. Ils savent que je parle à Harvey, que je sais des choses. Ils savent que je me rapproche. Ils paniquent. Qu'est-ce que je sais sur ces gens? D'accord. Et de la même manière, on a vu ça, d'ailleurs, pour parler d'un événement actuel, avec l'affaire Blake Lively. Oh, c'était tellement facile pour les membres du casting de balancer. Oh mon Dieu, ils ont juste balancé Justin Baldoni sous le bus. Et je ne veux pas comparer Justine à Harvey, mais c'était incroyable parce que Justine était tellement gentille et n'avait rien fait de mal. Et ils étaient tous comme des individus en quête de préservation. Brandon Sklenar, lis la plainte. Eh bien, devinez quoi? Je vous le fais savoir très rapidement, Brandon Sklenar a changé d'avis parce qu'il évite de dire qu'il est dans l'équipe Blake comme la peste maintenant. Et donc, hier soir, il y avait les Oscars. Je ne les ai pas regardés, mais j'ai vu que sur le tapis rouge de la soirée Vanity Fair des Oscars, quelqu'un est venu le voir et lui a carrément demandé s'il était dans l'équipe Blake, tu vois? Et voici ce qu'il a répondu. Écoutez ça. Et enfin, je sais que tu soutiens beaucoup tes collègues féminines aussi. Blake Lively, comment espères-tu la soutenir en ce moment? Je veux dire, c'est juste, c'est une situation difficile, et j'espère simplement que tout le monde se souviendra de ce dont parle le film et pourquoi nous l'avons fait à la base. Il s'agit d'amour, de soutien aux femmes en général et d'aider les gens à traverser des moments difficiles. Et ce film a aidé tellement de personnes. Je veux juste que les gens se rappellent de quoi il s'agit, pourquoi nous l'avons fait, et qu'ils restent un peu centrés là-dessus. Ce genre de principe fondamental, tu vois ce que je veux dire? Blablabla, dire plein de mots et en même temps ne rien dire du tout. Je comprends, Brandon. C'est tellement plus facile de juste dire désolé, tellement plus facile. Mais tu sais, au fait, c'était le Hollywood Reporter, d'accord? Le Hollywood Reporter, c'est vraiment l'équipe Blake et l'équipe Ryan. Harry Emmanuel a du pouvoir au Hollywood Reporter, donc ils l'ont piégé pour ça, essayant de lui faire dire quelque chose de bien sur Blake Lively, et ça a échoué. Il s'est juste un peu défilé et a marmonné pour s'en sortir. C'est assez incroyable. Aussi, une petite mise à jour, il y a aujourd'hui un dépôt légal dans l'affaire MeToo impliquant Justine Baldoni et Blake Lively. C'est la toute première affaire MeToo que je dirais avoir été orchestrée par un homme, Ryan Reynolds. C'est mon avis sur cette situation. Mais le tribunal va mettre à disposition un accès audio uniquement pour que la presse et le public puissent assister à une prochaine audience concernant leur ordonnance de protection. Je serai absolument là. Je vais couvrir l'événement. Ne vous inquiétez pas pour ça.
Je serai présent. Et maintenant, nous allons passer à certains de vos commentaires. D'abord, je remercie American Financing et je veux vous en parler, car je sais que tout le monde travaille dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Parfois, on a l'impression de reculer chaque mois au lieu d'avancer, car les factures sont plus élevées que ce que vous gagnez. Vous devez utiliser votre carte de crédit pour combler la différence et la dette s'accumule. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à sortir de ce cercle. American Financing aide des gens comme vous à économiser en moyenne $800 par mois. Pensez à ce que vous pourriez faire avec $800 de plus chaque mois sans vous soucier de ces dettes. Et encore mieux, cela ne vous coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Il suffit d'un simple coup de téléphone à American Financing. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing maintenant. Commencez votre chemin vers la liberté de la dette de carte de crédit. Appelez le 800-795-1210. Encore une fois, c'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez simplement visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. Laissez-moi voir ce que vous dites très rapidement. Très bien. Qui avons-nous? Jandy écrit « J'ai en fait réussi à le voir en direct. Tu es incroyable. Je pense toujours à toi et à ta famille dans mes pensées et mes prières. Je me suis éclipsée rapidement du travail juste pour faire un don et dire cela. » Jandy, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Myla dit « Je travaille dans l'industrie depuis 15 ans et j'ai vu beaucoup de femmes se jettent sur le canapé du casting pour ce rôle principal. Ils ne sont pas innocents. Oh, c'est choquant. Tu penses que c'est ce qui est arrivé à Mimi? Pas quoi? Peut-être que tu devrais y retourner et la regarder pleurer encore un peu. Mia écrit « J'aime tout ce que tu exposes. Kamala n'est pas noire. Brigitte est un homme. Blake et Ryan sont faux et tout est tiqué. Merci. » Alice écrit « Candace est fabuleuse. » Zadeh écrit « Félicitations pour 4 millions d'abonnés. Candace le mérite. Que Dieu te bénisse, garde la foi. » Cette personne, anonyme, écrit « En tant que femme enlevée et violée, jamais tu ne reprendrais contact avec cette personne. Encore moins ainsi, année après année, à maintes reprises. Tu sais quoi? Je suis contente que tu aies dit ça, car je ne voulais pas me retrouver avec des victimes de viol qui diraient « Non, c'est normal, c'est le protocole. » On envoie des emails, on essaie de les voir, on essaie d'être seul avec eux dans des chambres d'hôtel. Je viens juste de l'école de la vie. J'utilise un peu de bon sens, mais j'avais ce pressentiment que peut-être les personnes qui ont vécu un viol, ce qui est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles je fais ça. Cette série, et ce que je déteste dans le mouvement MeToo, c'est que ça banalise complètement le mot viol. Donc, les personnes qui survivent à un enlèvement, à un vrai viol et à de véritables agressions sexuelles doivent composer avec un mouvement de femmes qui peut-être s'engagent dans quelque chose consciemment. Peut-être. Je ne suis pas là pour dresser un portrait de Mimi. Elle a gagné. Je ne veux pas avoir de problème, mais je vous expose simplement les faits de son affaire et ça va devenir encore plus fou, les gars. Au fait, avant de terminer, je voulais vous informer que nous avons mis en ligne gratuitement un épisode de Shot in the Dark parce qu'en ce moment, tout le monde parle de la rougeole, la rougeole, la rougeole. Et je recevais une avalanche d'emails de parents me demandant « Candace, où est cet épisode? » Parce qu'ils utilisent une nouvelle campagne de peur pour forcer les parents à accepter que leurs enfants reçoivent un vaccin combiné. Rougeole, oreillon et rubéole. Nous avons estimé que c'était trop important pour rester derrière un mur payant. Nous avons publié l'épisode 14 de Shot in the Dark en avance gratuitement sur CandaceOwens.com. Si vous êtes parent et entendez la rhétorique sur la rougeole, cela vous aidera à comprendre les bases, y compris l'histoire de la rougeole, des oreillons et de la rubéole dans ce pays. J'espère que cela vous aidera à ne pas trop vous inquiéter de cette rhétorique, qui continuera à revenir à mesure que plus de gens comprendront ce qu'est vraiment Big Pharma. Et pendant que vous y êtes, inscrivez-vous au club de lecture. Vous pouvez acheter notre livre « Make Him a Sandwich » qui est disponible en pré-vente. Soutenez notre journalisme indépendant. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, qui nous permet de continuer ce travail que nous aimons. Et on se retrouve demain.